on a aujourd'hui une des activités stratégiques d'Invivo historique, statutaire, qui est le négoce, qui est vraiment une des racines, on va dire, d'Invivo, qui est dirigée par un ancien soufflet. On pourrait faire des voitures, on pourrait faire des carambars, on pourrait raconter la même chose, c'est l'état d'esprit d'Invivo. Toute acquisition doit également être regardée sous le prisme des synergies. J'essaye de faire modestement mon métier en ayant en permanence un lien avec la création de valeur. Comment réussir concrètement des fusions d'entreprises complexes entre anciens concurrents ? Quel programme d'intégration RH mettre en place pour éviter la mort de l'entreprise face à une croissance rapide ? Bonjour et bienvenue sur Topo RH, le podcast imaginé par Cégide. Dans chaque épisode, je reçois un DRH qui décrypte une initiative qu'il a mise en place au sein de son organisation et les résultats et grands enseignements qu'il en a tirés. Des confidences pour booster la performance. Je suis Laetitia Vito, autrice et conférencière sur les mutations du travail, et je suis ravie d'animer cette deuxième saison. Dans cet épisode, nous allons parler de stratégie de croissance par acquisition d'une entreprise majeure du secteur agricole et l'importance de développer une culture post-fusion. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Graff, directeur général en charge des RH et des projets stratégiques chez Invivo. Bonjour Sébastien. Bonjour Laetitia. Sébastien, à propos de croissance par acquisition chez Invivo, de quelle initiative concrète vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, je voulais vous parler d'une opération assez incroyable qu'a réalisée Invivo. C'est l'acquisition de Soufflet, qui date maintenant d'il y a quelques années, mais de laquelle on tire quand même beaucoup d'enseignements. Le risque de ces acquisitions dans beaucoup d'entreprises, c'est de perdre la boussole, de perdre le lien et de perdre, on va dire, les orientations stratégiques. Et chez Invivo, avec le temps, avec une histoire maintenant qui est quasiment de 10 ans derrière nous, on a développé un savoir-faire sur les intégrations. Et on l'a fait d'abord à petits pas, avec des petites sociétés, d'autres un peu plus grosses, notamment Jardiland dans les années 2018. Et nous sommes arrivés à un énorme rendez-vous qui était l'acquisition de Soufflet. Donc il y a des enjeux financiers. Il faut acheter une entreprise, il faut trouver les moyens, il faut aligner un conseil d'administration, il faut aligner un management sur le projet d'acquisition. Mais une fois qu'on a fait le chèque, c'est un peu trivial, excuse-moi Laetitia, mais une fois qu'on a fait le chèque, le plus gros est devant nous. Comment on intègre une société et comment Invivo a réussi à intégrer une société qui, en chiffre d'affaires et en effectif, représentait quasiment la base. C'est-à-dire qu'on a doublé quasiment du jour au lendemain et on a réussi à faire ça dans le cadre d'un plan qui nous a occupé à peu près 18 mois, peut-être 2 ans, dans lequel on a embarqué, bien sûr, les soufflets qui rejoignaient cette grande aventure d'Invivo, mais aussi nos propres collaborateurs qui voyaient arriver tout un tas de nouveaux collègues, des fois de nouveaux métiers, ou des fois des métiers en doublon. Ce programme, on l'a appelé Daring Together, donc Oser ensemble, et il s'est articulé autour de 3 grandes étapes. Je vais vous les décrire. La première étape, ça a été une étape de rassurer et de conforter les équipes sur le projet. On a appelé ça care, c'est-à-dire prendre soin des uns des autres, rassurer. On a de nouveaux enjeux, de nouveaux collaborateurs qui arrivent, de nouveaux cadrages, on va dire, financiers qui sont posés sur l'entreprise. Donc, on a passé de nombreuses semaines sur cette première étape. Ensuite, on a eu une deuxième étape qui était une étape autour du partage, de sharing, parce qu'on a utilisé, comme on était internationaux, on a utilisé des mots en anglais, et je crois savoir que tu as une agrégation en anglais, donc je me permets. Ce programme de partage, c'était de dire, on met sur la table toutes les pratiques de toutes les entités, donc la comptabilité d'un côté versus la comptabilité de l'autre, comment ça fonctionne, quels sont les processus, quelles sont les habitudes, etc. On a tout mis en place, et on a choisi les meilleures pratiques de chacun des côtés, sans, choisir un maillot à l'avance. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur une logique de partager les meilleures pratiques et d'intégrer des pratiques de soufflet
chez InVivo, ou à l'inverse, de garder ou de déployer des pratiques d'InVivo chez nos nouveaux collègues. Et le dernier paragraphe ou chapitre de ce programme d'intégration, c'était Daring Together. Le nom du programme, d'ailleurs, porte global. Et ça a été de pousser les équipes sur un projet en disant, nous sommes maintenant 2 entités. Et comment, avec ces 2 entités, on peut faire 1 + 1 = 3, c'est-à-dire être plus fort que ce que nous étions. Et donc, on a lancé un énorme programme dans lequel tous les collaborateurs ont pu s'exprimer et développer, on va dire, des idées sur ce projet. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a effectivement réussi cette intégration et on ne renie pas, j'en parlais d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps avec des journalistes, on ne renie pas l'histoire. On peut avoir porté un maillot Jardiland, un maillot Soufflet ou un maillot d'autres entités qui nous ont rejoints. Il y en aura d'autres d'ailleurs dans l'histoire d'InVivo à venir qui vont nous rejoindre. On peut porter ce maillot et le revendiquer et faire partie d'une nouvelle équipe et porter le drapeau InVivo, et on a vraiment développé ce savoir-faire. C'est marrant que tu parles de drapeau, en fait on parle d'identité et tout ça, c'est que l'enjeu si difficile, il est d'abord culturel parce que les gens d'InVivo voyaient en Soufflet pendant des années le concurrent absolu, voire l'ennemi en fait, comme on peut imaginer, j'en sais rien, entre Coca et Pepsi, la guerre ancestrale en fait. Ouais. Comment est-ce que cet enjeu culturel concrètement a été vécu sur le terrain par les gens qui tout d'un coup doivent embrasser l'ennemi? C'est vrai que c'est un marronnier dans les acquisitions. Souvent, on va aller chercher pour accélérer, on va dire, son impact sur le marché. On va aller chercher son concurrent. Si on a la capacité de l'acheter, ça se fait beaucoup. On le fait. Moi, j'ai travaillé, par exemple, chez PSA Peugeot Citroën il y a de nombreuses années dans les ateliers. En fait, Peugeot a racheté Citroën en 86. J'ai travaillé en 2000 chez PSA Peugeot Citroën. En 2000, les contremaîtres portaient toujours la blouse Citroën dans les ateliers. Donc, vous voyez, là, on a un point, on va dire, j'en parle d'autant plus que ces sociétés ont disparu, c'est Stellantis. Je leur fais un grand clin d'œil parce que ce sont des anciens collègues. Mais je veux dire, là, on avait ce problème d'intégration et d'identité qui n'a pas marché, puisque je me revendiquais de Citroën alors que j'étais dans un nouvel ensemble. Les marques existaient toujours. Les marques existaient toujours, mais les plateformes devaient être communes, et en fait, on avait les 2 racines, qui avaient d'ailleurs chacune de très grandes qualités. Moi, je me suis inspiré de ce que j'avais vu à l'époque pour dire comment j'évite que le contremaître, quelques années chez InVivo, continue à porter la blouse Soufflet ou inversement Jardiland, etc. Et donc, c'est vrai que c'est une difficulté puisque nous sommes concurrents. La stratégie de Soufflet a été pendant des années de réveiller les équipes, de motiver les équipes commerciales face à la concurrence coopérative que nous sommes. Donc, on a intégré des gens qui ont été motivés, formés, payés pour aller au combat sportif sur le terrain, pour aller capter tel agriculteur ou tel marché, etc. Donc, il a fallu expliquer, il a fallu donner une orientation, et en fait, le secret, c'est le projet. Donc, en fait, il faut orienter l'entreprise vers un projet commun qui porte les identités des uns et des autres. Et nous, on a fait un petit truc en plus, si je peux me permettre, c'est que non seulement on a créé ce projet et on a identifié quelle était l'étoile à suivre et on a vectorisé nos équipes sur le sujet, mais en plus, c'est eux qui ont déterminé quel était ce projet stratégique. Donc, on a réussi chez InVivo, avec le temps, sur des petites acquisitions au début, à créer ce savoir-faire qui est de dire, allez poser des questions aux gens dans le cadre du projet stratégique. Et ce que je peux vous dire, par exemple, chez Soufflet, quand j'ai parlé à la direction historique de cette entreprise, dont certains maintenant sont mes collègues, je leur ai dit, on va aller poser la question aux collaborateurs de quel est le projet stratégique dans lequel ils vont s'inscrire, InVivo plus Soufflet à moyen terme. Ils m'ont dit, on leur a jamais posé cette question. Et ça va pas marcher. Et en fait, force est de constater que ça marche. On a eu des milliers de sollicitations, on a eu des milliers de personnes qui se sont rendues à nos rendez-vous physiques sur le terrain en disant qu'est-ce qu'on fait de la jardinerie, qu'est-ce qu'on fait de l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait de la meunerie, qu'est-ce qu'on fait de la boulangerie industrielle, qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on peut être plus efficace en organisant des filières entre nous. Et on a eu énormément de propositions sur le projet qu'on a synthétisé
Et ensuite, ça a été très facile parce que le projet, c'était en fait le bien commun. C'était un produit commun. C'était à nous tous ensemble. Il n'y avait pas d'Invivo, il n'y avait pas de Soufflet. C'était un projet commun. Et donc, nos commerciaux, sur le terrain, bien sûr qu'ils avaient le quotidien. Ils se réveillaient le matin en disant, bon, quelle est la coopérative que je peux aller, on va dire, concurrencer. Mais dans le cadre d'un projet plus global qui nous a permis de lever la pression sur le sujet. Parce que, en fait, la vraie pression concurrentielle, elle était sur le marché. Elle n'était pas forcément sur les pratiques, elle n'était pas forcément sur le processus qualité, RH, Là, il y avait recrutement. beaucoup de choses en commun. Là, on s'est retrouvés sur un certain nombre d'éléments. Par contre, d'aller sur le terrain géographique, dans la Marne, chez un agriculteur, on n'adresse pas du tout de la même manière un agriculteur, on va dire, Soufflet, qu'un agriculteur coopératif. Donc, on a créé ce projet commun et on a créé des zones aussi dans lesquelles chacun s'est organisé pour que cette concurrence soit normalisée entre nous. Tout le monde a été embarqué ou est-ce même parmi les dirigeants, est-ce qu'il y a eu quand même quelques départs? Est-ce qu'il y a eu quelques batailles d'ego? C'est difficile d'imaginer que tout le monde accepte ça sans broncher. Alors, en fait, là aussi, dans le savoir-faire d'Invivo, c'est d'expliquer le programme très en amont. Donc en fait, au niveau des dirigeants, mais au niveau des salariés aussi, on dit voilà comment on va travailler, voilà quel est notre programme d'intégration et voilà quel sera votre rôle, voire votre position qui, demain, pourra évoluer. Donc c'est de dire, positionnez-vous par rapport à ça. Il n'y a aucune violence et aucune immédiateté dans les décisions, mais ceux qui ne se sentent pas à l'aise sur tel ou tel pan du programme peuvent lever la main en disant moi ça m'intéresse pas. On a eu quelques départs, très peu. En fait, dans les départs lors de fusion et d'acquisition, en fait il y a deux vecteurs. Le premier, c'est que je peux être pas forcément fier de ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais j'étais dans un écosystème qui me permettait de survivre. Et donc, quand il y a un nouvel opérateur qui arrive et qui met un autre réglage sur les pratiques, on peut être mal à l'aise. On a eu ce type de départ chez Soufflet. Des gens qui ont dit j'arrête et je m'en vais. Et puis après, il y a des gens qui se sont aussi démis par rapport au programme qui a été posé sur la table. Mais en fait, on a eu, et d'ailleurs c'est le cas sur beaucoup d'autres opérations chez Invivo, ça a été premièrement des départs extrêmement minoritaires. Donc très très peu de personnes, pour pas dire l'unité, et ensuite très très peu d'incidence sur la suite du programme et du développement stratégique d'Invivo. Et à contrario, j'ai tout un tas de personnes qui ont trouvé des positions, voire des positions améliorées. Aujourd'hui, par exemple, dans le COMEX d'Invivo, vous avez un mix quasiment à l'équilibre entre ceux qui sont issus du canal historique d'Invivo et ceux qui arrivent de Soufflet, ou voire d'autres entités qu'on a intégrées. Et on a aujourd'hui une des activités stratégiques d'Invivo historique, statutaire, qui est le négoce, qui est vraiment une des racines, on va dire, d'Invivo, qui est dirigée par un ancien Soufflet. Et avec un track record et une réussite assez incroyable et un alignement des équipes Soufflet et Invivo en dessous tout à fait cohérente. Ça répond presque à mes deux questions qui étaient qu'est-ce qu'on fait des doublons, notamment dans les fonctions support? Donc, est-ce que du coup les enjeux RH sont quand même énormes d'accompagner vers la mobilité toutes les personnes dont on n'aurait éventuellement pas besoin? Et ma deuxième question, je la pose d'un coup aussi, c'est qu'est-ce qui, avec le recul, te rend le plus fier quand tu regardes cette culture commune? Tu y as déjà un peu répondu parce que tu disais que dans le COMEX, il y avait à la fois des Invivo et des Soufflets et c'est la preuve que ça a marché, ça a pris, la greffe a pris. Est-ce qu'il y a autre chose qui te rend fier? Alors, d'abord, je vais répondre sur d'abord les doublons. Toute acquisition doit également être regardée sous le prisme des synergies. C'est fondamental. Moi, j'essaye de faire modestement mon métier en ayant en permanence un lien avec la création de valeur. En permanence. Et c'est comme ça que les DRH doivent fonctionner. Et les DRH que j'ai l'honneur d'encadrer chez Invivo, ils sont nombreux, ils nous regarderont peut-être. Je les challenge, notamment par exemple sur les objectifs en termes de cash de leur métier. Donc un DRH chez Invivo, il doit savoir combien son métier doit générer de cash. Culture business, culture création de valeur. D'accord ? Et donc, quand je fais une acquisition, il y a un premier pan
de synergie. Lorsqu'on a fait Jardiland, on a fait 16 millions d'euros de synergie à l'achat. Et avant d'intégrer Jardiland, on avait assigné aux équipes cet objectif qu'on a d'ailleurs réussi. Chez Soufflet, on avait également des enjeux de synergie. Donc les synergies, il y a deux façons de faire. C'est soit j'ai des doublons, j'ai deux comptables pour qui font le même métier, j'en enlève un, d'accord ? Ou soit j'ai des effets sur la top line. C'est-à-dire, en gros, ça me permet d'accéder à de nouveaux marchés ou d'avoir aussi, par exemple, c'était le cas sur la boulangerie industrielle chez Invivo, le fait que la boulangerie industrielle rejoigne Soufflet, rejoigne Invivo, a permis d'adresser des marchés que Soufflet ne pouvait pas faire parce qu'il y avait l'ombrelle Invivo. Et donc, on s'adresse à la grande distribution de façon différente lorsqu'on est Invivo que lorsqu'on est plus petit, même si c'était pas très, enfin c'était grand, mais moins grand que la grande maison Invivo. Et donc, on a eu la chance, et ça c'est aussi dans les choix stratégiques, on avait très très peu de frottement. Pourquoi ? Parce que premièrement, les zones géographiques, les métiers et l'ADN étaient différents. Donc en fait, c'est un puzzle qui a pris il y avait très très peu de regroupement sur les différentes pièces du puzzle. Et ça, on essaye de le faire le plus possible. Alors après, on peut aussi avoir demain, peut-être qu'on aura chez Soufflet, chez Invivo, une acquisition où on est en frontal complet. Ça s'anticipe, ça se discute, etc. Mais notre métier de DRH et de participant au développement stratégique d'une entreprise est de dire quelle est ma cible et quelle est l'incidence de ma cible sur l'organisation future pour l'anticiper au maximum. Donc, on avait identifié très, très tôt quels étaient les doublons. Et en fait, on a pu anticiper parce que pyramide des âges, parce que mobilité géographique. Donc, on n'a pas eu de choc majeur de centaines de personnes en trop, etc. Ça, c'est une transition qui s'est faite finalement assez en douceur. Voilà, en douceur. Mais on peut aussi avoir demain une entreprise où on aura peut-être plus de zones de frottement. Mais il ne faut pas avoir peur de ces zones de frottement. Il ne faut pas avoir peur de ces synergies. Elles sont très importantes. Mais il faut les anticiper. Il faut se donner des programmes. Et donc, par exemple, sur Soufflet, on savait où il y avait ces petites zones de frottement et on se donnait 3 ans pour les traiter. Donc, ça s'est fait normalement au travers de la mobilité. Voilà, il faut enregistrer les synergies et ensuite, il faut les planifier en disant j'ai des choses que je peux gagner tout de suite, j'ai des choses que je peux faire que je peux gagner sur le long terme et il faut le piloter. Donc ça, c'est le plan. Donc, il y a eu quelques doublons, mais traités sur le moyen terme. Et donc sur 2-3 ans. Sur un impact social extrêmement faible et un traitement très smooth et efficace pour tout le monde, y compris pour les collaborateurs concernés. Il faut vraiment avoir... Ça, c'est un conseil que je donne aux DRH qui nous regardent. C'est qu'il ne faut pas avoir peur des acquisitions. Au contraire, il faut aller, c'est important, il faut que les entreprises françaises croissent et embellissent, il faut s'adosser lorsqu'on peut. Par contre, il faut anticiper un maximum quelles sont les zones de frottement, parce qu'autrement, elles s'imposent à vous au bout d'un moment. Et on les subit plutôt qu'on les pilote. Et du coup, on lève la main sur des plans sociaux massifs, etc. etc. Et là, je ne parle pas d'impact sur le marché, je parle vraiment de mouvements. Il y a forcément des dégâts culturels dans ce cas-là aussi, que vous avez évité. Voilà, exactement, c'est très compliqué parce que dans ces mouvements-là, là je parle des plans sociaux et il y a le syndrome du survivant. C'est-à-dire que ceux qui restent, il faut qu'ils bossent, il faut qu'ils soient à l'aise, il faut qu'ils soient motivés, qu'ils aient confiance dans la boîte. Et psychologique parce qu'ils ont vu trop de victimes. Exactement. Et donc ça, il faut éviter, il faut l'anticiper et le temps est un allié majeur lorsqu'on l'a. Des fois, on n'a pas le choix et malheureusement, il faut faire les choses différemment. Après, sur la fierté, moi je pense la première chose, c'est que on a créé une valeur incroyable en faisant cette opération et les équipes Invivo et ex-Soufflet peuvent être fiers de ce qui a été fait. C'est-à-dire que vraiment, on a réalisé le 1 + 2 = 3. On a vraiment retourné des business qui étaient en difficulté chez Soufflet pour plein de raisons, qui sont aujourd'hui rentables et qui ont un avenir européen et pour certains mondial. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour nous une fierté parce que c'est le résultat qui sort. C'est comme le match de rugby, c'est le score à la fin et le score, D'ailleurs, le score, il a vraiment été démultiplié suite à l'acquisition. Oui, alors en fait, sur 2 points. Premièrement, la création de valeur, nous, on utilise un agrégat financier qui est l'EBITDA.
L'EBITDA, il ment pas, hein. On est Hmm. parti d'un point et on a multiplié, on va pas rentrer dans le détail ici, mais Mais en voilà. gros, 1 plus 1 égale 3. Et 1 plus 1 égale 3. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément, c'est la création de valeur d'entreprise. En fait, chez InVivo, on travaille, on se lève le matin pour créer de la valeur. Pour les agriculteurs, vous savez, on est propriété de la Ferme France et des coopératives françaises. Il y en a 160 qui sont propriétaires d'InVivo. Il y en a 25 qui sont au conseil d'administration. Tous les matins, toutes les équipes d'InVivo se lèvent pour créer de la valeur pour ces gens-là. On crée de la valeur sur 3 grands domaines. Le premier, c'est la valeur immatérielle. Comment InVivo peut aller ouvrir les marchés, défendre la marque France coopérative et agricole, trouver de nouveaux débouchés pour nos agriculteurs, trouver de nouvelles recettes, trouver de nouveaux ingrédients, de nouvelles semences, de nouveaux produits. Donc ça, c'est la valeur immatérielle, c'est très important parce que l'agriculteur, il est par définition sur son champ. Donc nous, on a un rôle de projeter et de leur ramener ces initiatives. Le deuxième grand chapitre de création de valeur, c'est la valeur, on va dire, d'exploitation. J'en parlais tout à l'heure, c'est l'EBITDA qu'on a choisi de suivre. Et chez InVivo, entre 2014 et aujourd'hui, on est passé de 37 millions d'euros d'EBITDA à 380-400 millions d'euros. Donc, les chiffres ne mentent pas. Hein, Et puis, et tout ça en respectant, bien entendu, les niveaux d'endettement, etc. Vous m'inviterez pour un podcast financier, mais j'ai des gens qui sont bien meilleurs que moi chez InVivo sur le sujet. Et le troisième élément qui est très important, et ça fait la différence en termes de management d'entreprise et de stratégie d'entreprise, c'est ce que j'appelle, moi, la création de valeur patrimoniale. La valeur patrimoniale, c'est la valeur d'entreprise. Donc, combien j'ai acheté Soufflet ? X, d'accord ? Et combien vaut ce que j'ai acheté aujourd'hui ? Et combien j'ai, par ailleurs, réussi à valoriser sur le marché, puisque de temps en temps, chez InVivo, en termes de cession ou acquisition, on fait aussi des pas de côté. C'est-à-dire, par exemple, en achetant une entité, on a des choses qui ne sont pas dans notre scope stratégique. Je vais vous donner un exemple, c'est par exemple le soufflet alimentaire. Lorsqu'on a acheté Soufflet, on avait le soufflet alimentaire qui est notamment Julien Paille, vous savez, le riz, les protéines végétales type lentilles, etc., qui sont en grande surface. Très, 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 très éloigné, on va dire, du scope d'InVivo. Et ben, on s'est adossé à un autre groupe qui s'appelle Avril, qui est un de nos cousins. Et on a vendu à Avril cette société qui rentrait dans le scope stratégique. On a vendu un prix. Et quand je prends la valeur de Soufflet, je prends ce qui a été vendu, d'accord, dans le cadre de ces orientations stratégiques et de ce cadrage, et ce qui reste chez nous au sens positif et quelle est la valeur de ce qui reste, on a multiplié par beaucoup le ticket d'entrée. Donc ça, c'est vraiment la valeur, c'est vraiment le savoir-faire des équipes d'InVivo. Et par exemple, sur la valeur d'InVivo, la grande maison globale, il faut savoir qu'en 2014, si on prend les métriques habituelles de nos collègues des M&A qui savent calculer la valeur d'entreprise, il y a plein de techniques, il y a plein de méthodes. J'en prends une très simple. Je prends l'EBITDA et je multiplie par un matrix du marché, un multiple, d'accord ? Je suis en 2014, InVivo vaut à peu près 0. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui vaut 2,2 milliards d'euros. Donc, la création de valeur pour la Ferme France, pour nos propriétaires agricoles, c'est de leur créer cette résidence secondaire qui valait rien et qui aujourd'hui est très fortement valorisée sur le marché potentiellement, qui n'est pas à vendre, mais qui a une valeur. Impressionnant tout ça. Pour prolonger l'échange, comme j'ai précisé tout à l'heure, le podcast il a été imaginé par Cégide et on a une question. D'un collaborateur ou d'une collaboratrice Cégide. On l'écoute. Bonjour Sébastien, Guillaume, je travaille dans le marketing digital. J'avais une question. Si une nouvelle acquisition avait lieu demain, quel processus RH seraient les premiers à bénéficier de l'intelligence artificielle et quels bénéfices cela pourrait-il apporter par rapport aux pratiques d'il y a 15 ans ? Merci. Alors, c'est une bonne question. C'est Guillaume, c'est ça ? J'ai pas entendu. Ouais, Guillaume. C'est bien parce que c'est le prénom de mon frère. C'est une bonne question. La première chose, c'est que l'intelligence artificielle chez nous est un enjeu majeur de développement. C'est-à-dire que chez InVivo, vous avez le développement organique des métiers, vous avez des croissances externes et il y a un très très fort investissement sur le digital et l'intelligence artificielle. D'ailleurs, la convention de fin d'année, en décembre 2026, se verra accueillir Philippe Aghion,
prix Nobel d'économie, qui viendra nous partager son expérience autour de l'intelligence artificielle, de la création de valeur, et qu'est-ce que ça veut dire chez InVivo. Donc, vous voyez, on est vraiment, là, on s'adresse à des sommités mondiales sur le sujet. Et donc, c'est un vrai sujet. D'abord, on l'adresse sur trois, et je vais répondre à la question, bien entendu, mais on l'adresse sur trois grandes entités. La première, c'est comment l'intelligence artificielle peut changer nos pratiques au quotidien à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il va y avoir d'énormes impacts, et d'ailleurs c'est le cas chez Cegid, sur les processus de paie, sur les processus de gestion des temps, etc. Donc là, j'étais il n'y a pas très très longtemps avec les dirigeants de Cegid. On va travailler ensemble sur les 3 prochaines années pour intégrer ces technologies dans nos programmes de SIRH. Le deuxième sujet, c'est comment InVivo, cet énorme ensemble, avec des moyens, peut concevoir, fournir, voire protéger l'agriculture française en termes de solutions d'intelligence artificielle. Il y a plein de gens dans le monde entier, des Chinois, des Américains, etc., qui développent des solutions en intelligence artificielle et qui voudraient bien adresser le marché français. D'accord ? Il y a des choses qui sont très bien, qu'on pourra accepter, et d'autres qui pourraient éventuellement transformer certains agriculteurs en clients captifs de telle ou telle solution qui ne seraient pas les nôtres. Et donc, InVivo, grâce à ces moyens, peut financer ce qu'on appelle, nous, des parapluies, et avoir nos propres solutions en face de solutions qui arriveraient de l'extérieur. Et on investit plusieurs dizaines de millions chaque année sur ce type de solutions. On a par exemple la première place de marché. Alors, on est un peu loin de l'intelligence artificielle, mais c'est une porte d'entrée. Mais on a la première place de marché agricole aujourd'hui qui s'appelle Aladdin, et qui adresse, on va dire, les agriculteurs coopérateurs en France, qui n'existaient pas il y a encore 5 ans. Et puis après, le dernier chapitre, c'est l'intelligence artificielle au service de nos propres technos. Donc là, on a déjà aujourd'hui des solutions, notamment industrielles, qui nous permettent d'optimiser la productivité de nos usines, notamment les malteries, où en fait cette intelligence artificielle permet de gagner des points de productivité dans les choix de recettes, dans les choix de température, dans les choix de stock, etc. Et elle est déjà opérationnelle quasiment aux 4 coins de la planète. Donc c'est déjà une réalité. Et donc, pour revenir à la question sur le métier Cegid et InVivo, c'est comment j'utilise l'expérience et notre capacité aujourd'hui déjà à manipuler ces concepts d'intelligence artificielle, d'écouter aussi des gens qui ont une vision comme Philippe Aghion sur le sujet, pour accélérer l'impact de ces technologies sur ce qu'on fait au quotidien, ambiance paye, système RH, gestion des temps. Et demain, dans les intégrations, ce que je voudrais, c'est avoir, par exemple, ce type de module dans la réponse aux questions, dans la capacité à accompagner des équipes sur des questions sur l'intégration, etc., qui sont aujourd'hui traitées des fois dans un bureau de façon un peu classique. Et donc, on pourrait gagner et du temps et de la disponibilité et peut-être de l'intelligence collective. Pour revenir au sujet de on a beaucoup parlé de croissance et de croissance très rapide et puis des enjeux RH que ça cache. Est-ce que tu peux nous parler du développement de ce que vous avez appelé la Digital Factory chez InVivo ? Ouais. Alors c'est assez. J'étais avec Thierry Blandinière, directeur général d'InVivo. Il y a très très longtemps, on était à la station F. Un des endroits iconiques des startups et du digital en France. Et on était interrogé en disant « Ouais, mais comment vous avez réussi à faire les choses ? Vous avez en fait une offre digitale qui est assez incroyable. On est quasiment le premier fournisseur, par exemple, en solutions logicielles agricoles en France. On a effectivement j'en parlais tout à l'heure, Aladdin, qui est la place de marché, qui pèse plusieurs dizaines de millions d'euros, pour pas dire centaines. Je crois que c'est autour de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, on a pu, chez InVivo, bénéficier d'un saut techno. C'est-à-dire qu'on a démarré très, 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 très tard. Oui, donc il y a eu un saut de génération. Et donc, on a pu faire ce saut techno
sans subir tous les essais échecs de certains qu'on remercie d'ailleurs, qui est moins coûteux qui est moins que les coûteux, autres. parce qu'on est arrivé en 2017 quasiment sur ces sujets. Et en 2017, on a mis en place la Digital Factory, qui est dirigée par Stéphane Marcel, qui est quelqu'un qui est issu de ce monde des startups. Et à l'époque, on s'était dit, comment on va faire ? On va installer des startups à l'intérieur d'Invivo, on va les héberger et on va percoler en termes d'état d'esprit et de compétences entre nous. Et donc, le fait d'avoir cet écosystème, d'avoir des startups, etc., a généré un état d'esprit et nous a permis de lancer la Digital Factory, qui occupe aujourd'hui des dizaines de personnes et qui est partie quasiment de zéro et qui est aujourd'hui le fournisseur interne d'Invivo de solutions digitales, d'intelligence artificielle. Et ce que j'ai demandé aux équipes, ce que nous demandons à la direction générale aux équipes de la Digital Factory, c'est d'augmenter le spectre pour pouvoir demain être le fournisseur de solutions digitales et d'intelligence artificielle à d'autres clients que ceux d'Invivo. Et donc ça, c'est le chantier qui les attend demain. On arrive au bout de notre épisode, même si on aurait aimé parler encore un peu plus longtemps. Je voudrais poser une question très simple et à laquelle il faudra répondre de manière très très courte. S'il y avait 3 conseils très concrets à donner pour bien réussir une stratégie d'acquisition et l'intégration de l'entité, quels seraient ces 3 conseils très concrets ? Alors 3 conseils, c'est toujours compliqué, mais alors le premier, c'est que c'est la force du projet. Il faut avoir un projet commun. C'est-à-dire qu'avant de démarrer, l'intégration en tant que telle n'est pas un projet. En fait, c'est le mariage de 2 entités ou 3 entités qui doit générer quelque chose de plus grand que ça. Donc ça, 1 + 1 = 3, c'est le premier conseil ? C'est le projet. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est qu'il faut intégrer les personnels dans le programme. C'est une condition. Il faut aller au contact des gens. C'est pas facile parce que certains dirigeants, quand vous descendez dans l'arène, vous prenez aussi, ça m'est arrivé, des questions, vous êtes un peu bousculé, etc. Mais il faut s'intéresser à ces personnels et il faut surtout leur donner la parole. Donc c'est le deuxième. C'est 1, projet, 2, participatif. Écouter les gens. Écouter, co-construire, etc. Et le dernier, il faut être sincère dans ce que vous faites. Nous, on aime les équipes, on aime travailler en collectif, on aime la performance. Et c'est pas des mots, ça doit être incarné. D'abord, vous l'avez vu dans les résultats, je veux dire, ils sont probants. Et 2, il faut que cet état d'esprit soit une réalité perçue par les gens. Donc, 1, projet, 2, participatif. Et 3, on va dire, ambiance, morale, état d'esprit qui doit être extrêmement positif, culture, culture. Donc Sébastien, toi, tu es convaincu que big is beautiful. J'adore ton accent, Laetitia. Non, mais les gens qui nous rejoignent, ou nos administrateurs, ou ceux qui nous regardent, on a la possibilité aujourd'hui de leur expliquer ce qu'on fait chez nous. Et au-delà de tout ce qu'on fait sur la farine, la boulangerie industrielle, le malt, etc., il y a un cadrage stratégique ou peut-être méta-stratégique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est au-dessus. On pourrait faire des voitures, on pourrait faire des carambars, on pourrait raconter la même chose. C'est l'état d'esprit d'Invivo. C'est 3 éléments très importants. Le premier, effectivement, c'est big is beautiful. On parlait tout à l'heure du digital. Notre vision de l'agriculture, c'est une agriculture puissante, génératrice de valeur et pouvant mettre des moyens sur la table. Si je veux répondre aux enjeux du digital, il faut mettre beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire que la petite agriculture, celui qui fait de la permaculture ou qui fait du maraîchage bio, etc., il n'a pas sa place chez nous. Ça ne veut pas dire ça. Bien entendu qu'il a sa place. Mais il rentre dans un ensemble qui est plus important. J'ai testé d'ailleurs auprès d'étudiants ce concept et ça marche bien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi des opérateurs puissants. Donc, c'est très important quand vous venez chez Invivo, en tant que salarié, en tant qu'investisseur ou en tant qu'administrateur, d'intégrer cette logique qui est celle de la puissance de l'agriculture. Le deuxième élément, c'est l'agilité. C'est-à-dire que les choses vont vite. Il faut absolument... C'est le 110 mètres haies. Je suis un ancien athlète. Si vous faites un 110 mètres haies au ralenti, vous ne passez pas les haies. Donc, nous, on considère que pour passer les crises, pour passer les obstacles et pour réussir, il faut aller vite. Et donc, ceux qui nous rejoignent, il y a aussi cette logique de rythme qu'il faut intégrer. Et puis, le dernier point, c'est la diversité des opportunités. Nous interdisons rien. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir accepter de dire je fais de la boulangerie industrielle, je fais des beignets en Bretagne, mais est-ce que ça vaut pas le coup d'aller en faire au Bahreïn ou en Arabie Saoudite et donc de se projeter sur ce type de projet. Donc ceux qui nous rejoignent,
intègrent ça, et ça marche parce qu'en fait, c'est très motivant, mais ils intègrent vraiment, et ceux qui se veulent sur une thématique plus down, c'est pas chez InVivo qu'il faut venir. Même, il y a de la place ailleurs, il y a pas de problème, mais au moins, les choses sont vraiment très transparentes pour tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup Sébastien pour toutes ces riches leçons d'une acquisition par InVivo, enfin plusieurs, parce que tu as parlé de Jardiland aussi. C'était passionnant. Merci beaucoup. À bientôt. Priscilla. Au plaisir. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode et merci à Cégide pour la création de ce podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau Topo RH. À bientôt.